Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des Territoires. Cette semaine, place à une édition spéciale début d'année 2026. Un condensé de l'actualité de vos régions. Voici d'ailleurs le tout premier reportage de ce journal. Parce que son bureau est à 40 mètres de haut, Stéphane Grutier voit tout ce qui se trouve dans le périmètre du chantier de Beaublanc. T'as vu la vue là? C'est beaucoup de concentration et de vigilant à tout. Vous gardez des souvenirs de vos chantiers comme ça? Ouais, je me fais des albums sur les chantiers. Et là je suis en grand déplacement donc avec les vaches, sinon je suis du Pays Basque. Et justement par là-bas aussi, avec l'océan, je prends des belles photos, la montagne aussi. Et c'est aussi un peu notre avantage de notre métier. Bon, vous savez que vous êtes en train de construire une salle de basket dans laquelle Pau Orthez va venir souffrir. J'espère bien les revoir, j'espère voilà. Le grutier, bien qu'isolé, travaille en équipe avec ses correspondants au sol. Ils ont des talkie-walkie, ils sont à plusieurs à avoir la radio, ça c'est hyper important justement. J'ai même déjà fait des chantiers sans caméra, face cachée. Et pour moi le plus important c'est d'avoir une très bonne communication avec le bas. Une communication garante de la sécurité. Un peu plus de 50 personnes se croisent quotidiennement entre les grues et les engins. L'opération est suivie au quotidien par un coordinateur SPS qui surveille que les entreprises aient bien le droit d'être là déjà, respectent bien un mode opératoire qui a été validé et puis que toute la coordination entre les différentes entreprises se passe bien. Un chantier de cette nature va permettre la création d'un complexe sportif important. Il y a la performance technique, mais aussi l'aventure humaine de la construction. J'adore repasser une fois fini, puis on laisse des traces dans ce qu'on a fait. Donc c'est ça, moi j'ai pu faire voir à mon fils les chantiers que j'ai réalisés. Les vannes aménagées sont de plus en plus plébiscitées par les Français. Ces véhicules permettent une très grande liberté pour voyager. Je vous propose ainsi de rencontrer Anaïs et Arthur, un couple qui s'est lancé dans l'aventure de l'aménagement des vannes. Reportage au Mans de LMTV Sarthe, Alexandre Ferrer. Prendre la route en van aménagée. Cette entreprise basée à Montbiseau concrétise le rêve de baroudeur. L'origine du projet, un voyage au Canada d'Arthur et Anaïs. Au Canada, on a décidé, donc en fait Arthur était en études d'ostéopathie, moi je suis biologiste de formation, et Arthur m'a dit j'arrête les études, je veux me lancer dans les vannes aménagées. J'ai dit ok, du coup je l'ai suivi. On s'est dit quitte à prendre un risque, autant le faire loin de tout, on se dit que si ça marche là-bas, ça va peut-être marcher ici plus tard. Retour à la maison en 2023 où naît le projet en Sarthe. Avec une entrée de véhicules en moyenne par semaine, c'est une affaire qui roule pour ce couple sartois. On a mis un petit peu de temps à se faire connaître, mais en même temps au début avec Arthur on n'était que tous les deux. Maintenant on est 5, on a réussi à organiser aussi toute la structure de manière à ce qu'on ait un peu chacun des postes distincts. Derrière le magasin, l'atelier, 5 véhicules en cours d'aménagement. Arthur drive l'équipe. Rome, tu voulais la faire sur toute l'entièreté? Non, juste là. Juste le carré. Sans formation mais avec passion, ces Sartois transforment de simples fourgons en véritables maisons sur roues. On est, Anaïs comme moi, très débrouillard. Et j'avoue que j'ai beaucoup appris avec Internet, YouTube, etc. L'entreprise propose aussi des aménagements d'utilitaires pour des artisans, mais 80% de l'activité concerne des véhicules de tourisme. Côté clientèle, la vie en van séduit notamment des jeunes retraités. Ils vont opter pour ce type de gabarit de véhicule plutôt que de partir sur des camping-cars. Souvent, on a aussi des gens qui ont déjà l'habitude de voyager avec des camping-cars, qui connaissent les contraintes, qui ne veulent plus y être exposés et du coup vont trouver des alternatives par le fourgon aménagé ou même le petit van aménagé. Certains véhicules sont importés du Japon. Partis d'un simple projet d'aventure, ces jeunes ont su tracer leur route. Et puis maintenant, je vous présente Olivier qui a fait l'acquisition d'un van, mais cette fois-ci pour le transformer en Mystery Machine de Scooby-Doo. Cet Ariégeois a entièrement retapé son véhicule aux couleurs du célèbre dessin animé pour son plaisir personnel, bien sûr, et il nous fait le tour du propriétaire grâce à nos partenaires de la Dépêche du Midi sur place. Regardez. 2020, sortie de la pandémie, sortie de la morosité, j'ai voulu me faire un trip et j'ai fait la Mystery Machine, la voiture de Scooby-Doo. Bonjour le petit chien. Et c'est toi Scooby? Oh Scooby! C'est une fierté parce que je pensais pas y arriver. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai envie de foutre un truc et du peps et la banane à moi, aux gens et autres. Et j'ai vu ce camion et j'ai dit,
Oh non, ça je peux pas laisser passer ça. Je vais faire un truc là, il faut que ça pète. J'aurais pu faire Ghostbusters ou autre, mais non. Lui, en fait, il a la forme vraiment initiale de la Mystery Machine. Et j'ai dit feu, allez, je me fais mon trip et voilà comment ça s'est passé. Dans ce journal, voici maintenant une immersion au cœur de la récolte de l'épice la plus chère du monde, le safran. La cueillette de ce qu'on appelle également l'or rouge s'opère à l'arrivée de l'automne. Dans les Vosges, Richard cultive le safran depuis plus de 15 ans. Vosges TV est parti à sa rencontre pour connaître ses secrets de production. Regardez. Je vais prendre fleur par fleur et je vais aller chercher les 3 filaments rouges qui sont dans la fleur. Et non pas les 3 étamines jaunes. Le geste est précis. Ici, au Clerjus, on récolte l'épice la plus chère au monde. Pendant près de 4 semaines, Richard Thierry vient récolter le safran qu'il a planté dans ses 2 champs de près de 5000 m². Celle-ci où on est aujourd'hui me donne le safran que j'espère depuis 2 ans. Et la première parcelle qu'on a plantée en 2021 ne me produisait plus beaucoup de fleurs depuis 2 ans. Et cette année, elle redémarre grâce à l'engrais qu'on a apporté, la patience, etc. Des amplitudes thermiques entre le matin et l'après-midi d'au moins 10 degrés. C'est froid le matin, d'où l'après-midi, c'est l'idéal pour le safran. Installé depuis 4 ans au Clerjus, il s'est lancé dans cette aventure de safranier il y a plus de 15 ans à Plombières-les-Bains. J'ai un papa qui était chef cuisinier, qui était chef propriétaire, qui nous a appris les bons produits, la gastronomie française, etc. Et j'avais un grand-père du côté maternel qui était très proche de son jardin, de ses volailles, etc. Donc j'ai appris à planter une graine, à voir une plante pousser, la couper, la manger. Et puis j'ai appris la bonne cuisine avec mon papa. Ça, c'est un peu ce que j'ai vécu quand j'étais gamin. J'ai eu un bac général, je m'ennuyais un peu. Puis je me suis rendu compte que ce qui me passionnait, c'était cultiver les fleurs. Connu pour ses vertus médicinales, le safran était autrefois utilisé comme remède naturel. Aujourd'hui, l'or rouge a également trouvé sa place en cuisine, un produit pourtant rare, vendu jusqu'à 35 000 € le kilo. Énormément aujourd'hui de chefs français, même à l'étranger, travaillent du safran français. On est réputé pour avoir un safran de très bonne qualité, même si je pense que le safran suisse est encore quelque chose de meilleure qualité. On a vraiment une profession qui nous suit, la clientèle, nous ça fait 16 ans qu'on fait les marchés, les salons, donc on a éduqué entre guillemets, on a initié beaucoup de gens et aujourd'hui on arrive à vendre du safran même en Lorraine. Pour pallier les récoltes irrégulières de ces dernières années, en sachant qu'il n'a jamais réussi à atteindre 1 kg par an, Richard souhaite diversifier son activité avec la plantation de nouveaux bulbes de safran, mais aussi en se lançant dans la production de morilles. Il partagera son activité lors d'un week-end safran en fête sur son exploitation. Partons maintenant en Haute-Savoie. Dans ce journal, nous allons découvrir Tanguy, qui exerce le métier de maréchal ferrant. Une profession ancestrale, discrète, mais toujours essentielle au monde du cheval. Entre passion, patience et force physique, 8 Mont-Blanc nous dresse un portrait authentique de ce métier. Myrtille Laurent Bourriou. Entre la fumée du fer chaud et le souffle du cheval, le métier de maréchal ferrant est un ballet de gestes précis. Depuis 10 ans, Tanguy Buot passe de ferme en ferme pour entretenir les sabots, ferrer ou simplement ajuster la démarche. Alors moi à la base, j'étais pas du tout du milieu de la maréchalerie ni dans les chevaux. Et en fait, moi ce qui m'a attiré, c'était à la base, je voulais travailler avec les animaux et travailler l'acier. Et en fait, mes parents, quand ils m'ont demandé ce que je voulais faire, je leur ai dit ça. Ils m'ont dit, écoute, il n'y a pas 36 métiers, on peut essayer maréchal ferrant. Et j'ai adoré. Un choix évident qu'il a mûri très tôt. Depuis, Tanguy vit au rythme des rendez-vous. Chevaux, poneys, ânes, poulains, tous ont leurs besoins et surtout leur humeur. J'essaye toujours de les approcher hyper doucement pour qu'ils comprennent que je ne suis pas là pour leur faire mal, que je ne suis pas agressif. Parce que vu que ça reste des proies, tous les équidés sont des proies, et du coup, forcément, de leur instinct, dès qu'ils se sentent bloqués, dès qu'ils se sentent pris ou agressés, ils veulent se barrer. Un savoir-faire technique, mais aussi une affaire d'écoute. Que ce soit des chevaux ou des propriétaires. Une bonne gestion des émotions. Après, généralement, les chevaux nous aident beaucoup à voir ça. Un métier qui demande de l'écoute, mais surtout de l'endurance. Ouais, faut se tenir quand même un peu, s'il te plaît. Merci. Entre les déplacements, le poids des outils et la posture courbée, le corps est mis à rude épreuve. Tous les jours, c'est fatigant, ouais, ça c'est clair. Que ce soit pour le dos, physiquement, ou que ce soit pour le reste, les genoux aussi, les poignets, toute l'anatomie prend cher. Sous le bruit du marteau et l'odeur du fer chaud, Tanguy façonne, ajuste, soigne. Entre métal et vivant, il perpétue un savoir-faire rare, forgé dans la passion.
Partons en Corse maintenant dans ce journal. La ville de Calvi abrite une station de recherche sous-marine de très grande renommée, un lieu pour mieux comprendre ce qu'il se passe sous l'eau. Des étudiants américains venus tout droit de Californie ont posé leurs bagages sur l'île de Beauté pour profiter de ces installations exceptionnelles. Découvrons le but de leur visite au micro de Télépaésé, nos partenaires sur place. À cause du changement climatique, l'eau en Corse est en train de se réchauffer et il y a des poissons qui viennent de la Méditerranée sud, qui sont en train de remonter vers le nord. Et c'est le cas ici des girelles-pans. Les girelles-pans sont en train de remplacer les girelles. Alors l'expérience que les étudiants sont en train de faire, c'est de voir exactement comment la compétition entre les deux espèces se produit. Du point de vue scientifique, c'est un endroit idéal. La logistique est formidable. La station Starezo est unique au monde, en fait. Des images exceptionnelles maintenant dans ce journal. La migration des grues cendrées est un spectacle à ciel ouvert que nous pouvons observer chaque année à l'automne. Ces animaux fascinent les photographes comme Colin, présent au bord du lac du Der dans la Marne. Regardez ce reportage de Puissance Télévisions, Léo Martin. C'est une habitude qu'il a chaque année. Colin se rend sur la digue du lac du Der pour observer et photographier les grues cendrées. En pleine migration, ce jour-là, environ 3000 étaient présentes sur le plus grand lac artificiel d'Europe. Des grues assez loin là-bas sur le lac, du coup on va voir en zoomant au max ce qu'on peut avoir. Une passion née il y a quelque temps où la plus grande vertu est la patience. La photographie animalière, on va dire que c'est une passion qui prend du temps, parce que pour avoir la photo idéale, il n'y a pas de secret en fait. On apprend un peu les habitudes de vie de l'animal, et une fois qu'on connaît son comportement, faut aller sur le terrain et y retourner. Le lac du Der reçoit des touristes du monde entier pendant un mois pour observer les grues cendrées, un lieu auquel les habitants du coin tiennent énormément. La grue, ça reste quand même l'emblème du lac. Et puis ça reste aussi un oiseau qui est pas commun, hein. C'est pas comme les pigeons qu'on croise tous les jours en ville. Et côté photo animalière, il y a énormément d'espèces. Comme on vient de voir là un instant, il y a des aigles sur le lac, il y a tout ce genre d'oiseaux qu'on peut pas voir ailleurs. Cette année, il travaille sur un documentaire pour expliquer la migration des grues cendrées, un projet de longue haleine. Il faut beaucoup de moments de sa vie, parce que va falloir le moment où il mange, le moment où, je sais pas, les grues qui font des danses par exemple, ou des grues des fois qui s'énervent, qui se mettent à courir sur la plage et tout. Et donc il faut vraiment que j'attende tous ces moments, que je réussisse à filmer tous ces moments. Donc c'est beaucoup de préparation et beaucoup de travail. Faire un documentaire sur la grue cendrée, c'est quand même un oiseau exceptionnel, qu'on ne voit pas tous les jours. Et sur le lac du Der, on a l'occasion d'en voir beaucoup. Donc pour un premier documentaire pour ma part, c'est plus simple que de faire sur une espèce qu'on voit 2 fois dans l'année et qu'on risque de rater, quoi. Il y a plus de 310 espèces différentes sur le lac et à toutes les périodes de l'année. Une occasion pour les amateurs de photos de venir toutes les saisons. Le miel est un produit aux nombreux bienfaits nutritionnels et pour notre santé, il en existe pour tous les goûts. Mais savez-vous les différencier ? En Lorraine, un concours a permis d'élire le meilleur miel de la région. L'analyser, c'est un art où rien n'est laissé au hasard, entre l'aspect, le goût, l'odeur ou encore la texture. Reportage de Moselle TV. Donc là, je suis d'abord sur la partie visuelle. Dans un deuxième temps, je vais ouvrir pour pouvoir sentir le miel. Là, j'ai un miel avec un retour assez boisé, très typique du sapin. Là, on voit qu'il a une viscosité qui est assez lente quand même, donc il est assez onctueux et je vais le goûter. Vous l'avez compris, c'est tout un art d'analyser le miel. Comme Christophe, ils sont une centaine de goûteurs à juger 163 différentes productions provenant de Lorraine. Il reste longtemps en bouche et franchement, on sent vraiment et voilà, à la fin. Et parmi les jurys, ils sont apiculteurs ou tout simplement amateurs de miel. Il y a un jury avec une personne qui est un peu plus à même pour pouvoir nous guider un peu dans nos notations. On peut se baser sur plusieurs critères, en restant le plus objectif possible, même si chacun a ses goûts. Certains préfèrent un miel fort, comme le sapin, d'autres un miel plus doux, comme l'acacia. Il faut aussi penser à la texture et garder en tête que le miel évolue à travers le temps.
On sait que par exemple les miels de printemps actuellement sont quasiment tous déjà figés. Un miel de tilleul n'a pas encore commencé à figer mais figera plus tard dans l'année. Et donc ça va aussi donner des caractéristiques différentes. Mais alors, comment se positionnent les miels mosellans au niveau national? Même s'ils n'ont pas encore d'appellation d'origine protégée, ils sont très bien perçus car l'apiculture est une vraie tradition en Moselle. La biodiversité est très bonne en Moselle, on a un peu tout, vous pouvez le voir, on a 7 miels qui sont présentés, c'est 7 catégories différentes, on va dire 7 types de nectar différents. Et ensuite on a une région où on a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire de l'eau et du soleil au printemps et en été. Et cette année, le miel français a eu la chance de voir un beau printemps. Mais un problème subsiste. C'est le frelon asiatique, ça y est, il est installé, il nous crée des soucis, il nous tue les colonies. Au total, on dénombre jusqu'à 15 000 ruches en Moselle, pour un ensemble de 1300 apiculteurs locaux. Tout à fait autre chose, connaissez-vous le kiwano ? C'est un fruit qui est originaire du Kenya et aussi insolite que cela puisse paraître. Un agriculteur, et oui, du Tarn-et-Garonne, cultive ce fruit depuis les années 90. Partons donc rendre visite à Laurent, cet agriculteur qui nous présente les particularités du kiwano. Reportage de la Dépêche du Midi. Je vous présente un kiwano qui en fait est à l'origine du Kenya et qui est un fruit qui fait partie des concombres botaniquement. Quand la chair est bien verte, vert foncé, vert bouteille, en fait le goût de banane verte est très prononcé. Ça pousse à peu près comme un melon, on va le dire comme ça. Le feuillage est très très abondant et il protège les fruits. Et tous les fruits se font sous le feuillage et surtout dans toute cette ramification. Il lui faut énormément de chaleur, donc notre climat le permet. Mais cette année particulièrement, c'est assez difficile parce qu'en fait, des jours très chauds et très ensoleillés, on en a eu très peu. Au cœur du Maroni, en Guyane, la Romerie Saint-Maurice est installée depuis plus de 100 ans. Les spiritueux de la maison sont devenus de véritables emblèmes des Antilles. Et je vous emmène donc au cœur de cette institution qui vient d'inaugurer un parcours touristique unique au monde en pirogue. Des images exceptionnelles proposées par la Chronique du Maroni, nos partenaires. Une balade en pirogue pour s'imprégner de la culture de l'Ouest guyanais. C'est la nouvelle idée de la Romerie Saint-Maurice installée à Saint-Laurent-du-Maroni depuis 1917. Nous allons inaugurer un circuit touristique avec un accès à la Romerie en pirogue. Je crois que c'est unique au monde et donc à Saint-Laurent-du-Maroni nous avons beaucoup de choses uniques, mais maintenant nous avons une chose en plus, c'est la seule Romerie au monde qui se visite en pirogue. Rachetée Ernest Prévost il y a 2 ans et demi par le groupe GBH de la famille Alliot, déjà propriétaire des Romeries martiniquaises Clément et JM, l'unique Romerie de Guyane innove et le fait savoir. L'occasion aussi pour la distillerie Saint-Maurice de recevoir des mains de l'État une distinction, le label entreprise du patrimoine vivant. Un club très fermé de 1000 entreprises françaises, dans lequel il y a déjà une entreprise guyanaise, Tige Verte, qui fait de la coutellerie. Et ce label, il reconnaît une excellence, l'excellence d'un savoir-faire, et puis la rencontre entre une tradition séculaire et puis une capacité d'innovation. L'entreprise a aussi décidé de doubler sa production d'ici 1 à 2 ans en faisant l'acquisition de terres agricoles sur le plateau des Mines, à quelques kilomètres de Saint-Laurent, et la création de plusieurs emplois dans le secteur agricole sont aussi prévus. On est très heureux de s'associer d'abord aux planteurs guyanais qui nous accompagnent, mais aussi d'augmenter un peu la capacité de produire de la canne. On a monté une école de formation qui s'appelle l'école des métiers GBH à Cayenne. On est convaincus que c'est la responsabilité des entreprises d'aider cette jeunesse guyanaise à être mieux formée. Même si la priorité reste le marché guyanais, les bouteilles seront aussi progressivement mises à la vente en hexagone et en fonction de la demande à l'international. Et puis laissez-moi maintenant vous présenter Dorian, alias DJ Baguette. Ce DJ professionnel arpente les routes de nos régions pour se rendre dans les boulangeries. Le temps d'une matinée, il joue de la musique pour redonner le sourire aux clients et recréer du lien social. Canal 32 était d'ailleurs présent lors de son passage à Troyes dans l'Aube. L'animation n'est pas commune, le fournil de Chaumeday ne s'est pas transformé en discothèque, seulement en terrain de jeu pour Dorian Gamon, alias DJ Baguette. Le jeune homme de 29 ans s'est installé dans un coin de la boulangerie pour proposer un moment musical aux clients et aux employés au rythme des années 80.
but, c'est vraiment de se fondre dans le décor. Une boulangerie, généralement, c'est pas très très grand. Il faut apporter un matériel qui corresponde bien, surtout à la vitrine. L'endroit va être aussi important. Je suis à côté des baguettes, avec DJ Baguette, finalement. Ça correspond bien. Aujourd'hui, il sillonne les boulangeries de la France entière. Accompagné de sa platine et de ses enceintes, DJ Baguette s'installe en moins de 25 minutes dans un coin de la boutique. Je fais des prestations dans des bars, dans des restaurants, dans des discothèques. Et puis, curieux un petit peu de préserver notre patrimoine. Je faisais aussi ce constat que c'est de plus en plus difficile pour un commerce de résister dans une conjoncture économique qui est compliquée. Et musicalement aussi, on a plein de richesses en France. Donc je me suis dit que coupler les deux pouvait faire une belle association. Fort de son succès sur les réseaux sociaux, Dorian est sollicité par les boulangers eux-mêmes. On l'a vu sur les réseaux et on s'est dit pourquoi pas essayer quoi. On voulait mettre un peu de joie et de baume au cœur aux gens et puis montrer aussi que ça avait changé de propriétaire et qu'il y a de la jeunesse, il y a de la vie, il y a de la joie. Tout autre chose maintenant, connaissez-vous le pickleball? C'est une discipline dérivée du tennis et venue tout droit des États-Unis. De plus en plus de clubs voient le jour en France et les amateurs de ce sport de raquettes se prêtent facilement au jeu. Voici une présentation de ce sport avec LMTV, Colin Ancel. Un terrain de même proportion que le badminton, un filet de tennis abaissé, une raquette légère comme au ping-pong. Le pickleball, c'est une combinaison de plusieurs sports de raquettes. C'est très réactif, c'est un jeu à deux aussi, t'es pas tout seul et c'est pas si compliqué en fait. Vu que j'ai pratiqué le tennis pendant 10 ans, je pense que j'ai développé des positions, des postures pour le sport. C'est hyper ludique aussi. Moi, j'ai jamais fait de sport de raquette par exemple et on prend vite goût. Avec des règles plutôt simples et une spécificité. Il y a une zone de part et d'autre du filet qui s'appelle en anglais la kitchen ou en français la zone de non-volée. C'est une zone où on ne peut pas faire de volée. Cette discipline vient des États-Unis et tend à émerger en France. L'association Just Pickleball a été créée il y a un an. Je suis joueuse de tennis depuis petite. Et quand on joue au tennis et qu'on va aux États-Unis, on joue au pickleball. C'est environ 35 millions de joueurs. Et quand je suis revenue en Sarthe, je me suis dit je vais développer le pickleball. Après des séances de découverte organisées par cette bénévole depuis l'hiver dernier, plusieurs créneaux sont proposés dans le département. En Sarthe, le nombre de pratiquants licenciés est d'environ une centaine. Un moyen de faire un sport peu traumatisant pour le corps. On ne peut pas faire ces sports de choc, d'articulation. Je faisais du foot auparavant et j'ai eu quelques problèmes de genoux, donc je cherchais une autre activité. Malgré tout, un inconvénient non négligeable, le son de cette balle dure est perforé. Quand on est en plein jeu, on n'entend vraiment pas, on fait abstraction de tous ces bruits-là, donc c'est vraiment pas gênant sur le coup. Alors après, pour ceux qui regardent, en effet, c'est assez bruyant. Là, d'ailleurs, je m'en étais jamais aperçu avant aujourd'hui, mais oui, c'est vrai que c'est assez bruyant. Ouais. C'est un sport en pleine expansion. L'association envisage de former de nouveaux encadrants et proposer des initiations aux scolaires pour que cette pratique se démocratise davantage. L'harmonica est un instrument très peu connu, pourtant Greg Zlap est un artiste mondialement connu, lui. Avec son petit instrument, il a joué aux côtés des plus grands noms de la chanson française, comme Florent Pagny, Eddie Mitchell, mais surtout Johnny Hallyday, avec qui il est parti en tournée pendant 10 ans. Moselle TV a rencontré l'artiste qui nous parle de ses souvenirs, notamment avec l'idole des jeunes. L'harmonica, ce qui est très particulier, c'est que c'est un instrument qui réserve toujours des surprises. Donc moi, j'apprends toujours, je découvre de nouvelles choses. Greg Zlap est harmoniciste et il a joué avec les plus grands, Florent Pagny, Eddie Mitchell, mais surtout Johnny Hallyday, avec qui il est parti en tournée pendant 10 ans. C'est à lui qu'il rend hommage pour ce concert événement nommé « Toute la musique que j'aime ». Avec son harmonica et son blues, c'est aussi bien Johnny qu'il chante que leurs souvenirs. Je me souviendrai toujours quand il m'a dit « Greg, ce qui est différent avec toi, c'est que tu ne joues pas de l'harmonica, tu chantes avec ton harmonica ». Pendant les 10 années de tournée avec Johnny qui ont suivi, j'ai toujours ressenti cette liberté. Aujourd'hui, dans mon spectacle, je voudrais transmettre cette façon de faire de la musique, cette manière d'aborder la scène, où il y a de la place justement pour la liberté d'improviser, d'interpréter. Et c'est
que nous a transmis Johnny en fait à travers ses concerts. Greg Zlap a désormais une école à son nom à Terreville, une école de musique qu'il parraine et dans laquelle il s'est rendu pour rencontrer les enfants. Dès que je sors l'harmonica, ils entendent ce son-là qu'ils ont peut-être jamais entendu, mais ils ont plein de sourires, ils sont très heureux. Et puis ce qui fait très plaisir, c'est que ces enfants font de la musique. Ils chantent, ils apprennent la musique. Et je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, la musique, c'est quelque chose d'important. Pas de doute, le passionné continuera de vibrer au rythme de son harmonica. Voilà, c'est la fin de cette édition. J'ai été ravi de vous accompagner. Merci à tous de nous avoir suivis. L'équipe du Grand JT des Territoires vous souhaite une excellente année 2026. Au revoir à tous.